Bonjour, je débute aujourd'hui une chronique vidéo hebdomadaire dont le but est de faire part de mes critiques, de mes commentaires, de mes analyses, de mes propositions, de mes coups de cœur, de mes coups de gueule dans le cadre de l'élection présidentielle. Il y aura également un forum pour ceux qui veulent débattre avec moi ou faire part de leurs observations à la suite de chaque chronique sur mon site internet. Aujourd'hui, je n'ai que des bonnes nouvelles à commenter. Première bonne nouvelle, François Hollande a obtenu le prix, je cite, de l'homme politique mondial de l'année. C'est tout à fait extraordinaire parce que disons, ça fait plaisir. On sent une pointe d'orgueil, un sentiment de fierté nationale. C'est une fondation religieuse américaine qui a décerné ce prix à l'occasion d'un dîner de gala au Waldorf Astoria en présence de tout l'establishment new-yorkais, autant dire une assemblée d'experts en démocratie, en droits de l'homme, en politique sociale, en défense de l'environnement. Et M. Hollande, a accepté ce prix qui honore, je vais citer cette fondation, les dirigeants qui soutiennent la paix et la liberté par la promotion de la tolérance, la dignité humaine et les droits de l'homme, en défendant ces causes dans leur pays, en travaillant avec d'autres dirigeants mondiaux pour bâtir un avenir meilleur pour tous. En fait, en France, on n'avait rien compris, on n'a toujours pas compris. Les 85% de la population qui rejette M. Hollande n'ont pas compris en réalité. La France, engagée dans des guerres illégales à la suite de l'OTAN, c'est bien apparemment. Le fait que la France ait informé officiellement le Conseil de l'Europe qu'elle ne respecte plus les droits de l'homme depuis novembre 2015 et qu'elle vit depuis plusieurs mois sous l'état d'urgence, c'est bien. Le fait que la France est devenue, sous M. Hollande, que M. Hollande plus exactement, est devenu le meilleur marchand d'armes de la Ve République, c'est bien. Que M. Hollande soit directement responsable, avec M. Sarkozy, il est vrai, de la mort de plusieurs dizaines de nos compatriotes et aussi d'étrangers par des terroristes barbares, eh bien, c'est bien apparemment, ça maintient la paix. Et puis que M. Hollande ait obtenu 1 million de chômeurs supplémentaires grâce à son action, c'est bien, apparemment. En réalité, ce prix, cette fondation, sont des caricatures. M. Hollande dégrade sa fonction en participant à un tel simulacre. M. Hollande n'a vraiment plus aucune dignité. Ce sont des simagrées. Deuxième bonne nouvelle, c'est la sécurité sociale qui est sauvée. C'est Madame Touraine, la ministre de la Santé, qui nous le dit lors d'une conférence de presse. Elle explique que le déficit du régime général de la sécurité sociale sera ramené à 400 millions d'euros, qu'il y aura 4 milliards d'économies dans l'assurance maladie et que en 2007, le trou de la Sécu, comme on dit, aura définitivement c'est peut-être un peu ambitieux, mais aura disparu. Lors de cette conférence de presse, Madame Touraine s'est contentée d'aligner des chiffres, mais elle n'a pas dit un mot de la santé des Français. Or, il y a beaucoup de choses à dire sur la dégradation de l'état sanitaire d'une partie de la population. Je pense en particulier aux jeunes, dont la santé dentaire, entre autres, se dégrade considérablement. Il y a des problèmes de malnutrition dans notre pays.
Ça, Madame Touraine n'en parle pas. C'est une comptable. Elle aligne des chiffres. Elle ne parle pas de la santé des Français qui, manifestement, ne l'intéresse pas. Mais baisser le trou de la Sécu, c'est assez facile. Il suffit de diminuer les dépenses, c'est-à-dire d'abaisser les prestations sociales. C'est ce que fait le gouvernement, comme le précédent d'ailleurs. Et il suffit d'augmenter les recettes, c'est-à-dire les cotisations, demander aux Français de payer toujours plus pour avoir toujours moins. C'est ça, une bonne gestion de la sécurité sociale? En réalité, Madame Touraine est une épicière. Troisième bonne nouvelle, Monsieur Mélenchon est favorable à la privatisation des sociétés d'autoroutes. Vous avez certainement entendu parler de la décision du gouvernement d'augmenter les tarifs des péages autoroutiers. Mais pour financer de nouveaux investissements absolument nécessaires pour améliorer le réseau autoroutier, le gouvernement ne se tourne pas vers les actionnaires qui reçoivent des dividendes très importants. Non, 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 pas du tout. Le gouvernement demande aux usagers et aux collectivités locales de mettre la main à la poche. M. Mélenchon, comme moi, a raison de dire qu'il faut nationaliser, renationaliser les sociétés d'autoroutes. Je voudrais simplement rappeler que M. Mélenchon faisait partie du gouvernement Jospin qui a été le premier à privatiser les sociétés d'autoroutes. Alors que M. Mélenchon évolue, c'est très très bien. Mais ça laisse quand même un petit doute, parce que M. Mélenchon apparaît un peu comme les hallebardiers dans les opéras, qui chantent « marchons, marchons », mais qui simulent la marche, qui font du surplace. M. Mélenchon se prétend un insoumis. En réalité, c'est un insoumis d'opérette. Et puis, autre bonne nouvelle, le Front National, semble-t-il, serait devenu respectueux de la démocratie. En effet, lors de sa récente convention présidentielle, il a confirmé, Madame Le Pen a confirmé qu'elle souhaitait un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Alors on pourrait se dire, ben c'est très bien, mais il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi? Parce que, en réalité, il n'y a pas besoin d'un référendum sur cette question. Si Madame Le Pen met en toutes lettres, clairement, dans son programme pour la campagne présidentielle, qu'elle souhaite sortir de l'euro et de l'Union européenne, son programme suffit. Il n'y a pas besoin de voter une deuxième fois. Pourquoi éprouve-t-elle le besoin de dire qu'il y aura un référendum? Ça veut dire que si elle met la sortie de l'euro de l'Union européenne dans son programme, elle n'appliquera pas son programme puisqu'elle fera un référendum? Mais pas du tout. C'est en réalité l'objectif de vouloir ratisser le plus large possible en tenant un discours ambigu. On donne l'impression à ceux qui sont favorables à la sortie de l'euro et de l'Union européenne qu'on est d'accord avec eux, et puis en même temps, on donne l'impression à ceux qui ont peur de la sortie de l'euro et de l'Union européenne que finalement on n'est pas si sûr que cela que l'on veut sortir. Le référendum sert à cela. Il faut au contraire être clair pour que le débat public se déroule dans de bonnes conditions. Ça n'est pas du tout la voie empruntée par Madame Le Pen. Madame Le Pen, qui se prétend hors système, qui se prétend propre par rapport à la classe politique, fait pareil. Elle fait de la politique politicienne. Cette semaine, je vous invite à signer 3 pétitions. Il y a la pétition pour la nationalisation de Lafarge, ça fait une première nationalisation, parce que le groupe Lafarge a financé Daesh en toute impunité,
Voilà, c'est passé comme une lettre à la poste, pas de sanction, c'est normal. Eh bien non, il faut réagir et imposer par une pression populaire, citoyenne, que Lafarge rende des comptes et qu'il y ait une sanction à la hauteur de ce qu'a fait le groupe Lafarge. Deuxième pétition à signer pour la nationalisation du groupe Alstom. On ne peut pas laisser disparaître une entreprise avec un tel savoir-faire. Nous avons besoin de motrices, de locomotives dans notre pays. Nous ne pouvons pas les importer, nous n'avons pas assez d'emplois, il faut maintenir les emplois. Et puis, troisième pétition à signer, je viens d'en parler à l'instant, c'est celle des sociétés d'autoroutes qui doivent revenir dans le régime public parce que c'est de l'intérêt général. Pour la semaine prochaine, rendez-vous donc pour cette chronique. Si vous voulez réagir, faites-le sur le forum Internet. Si vous voulez vous engager dans ma campagne, aux côtés du Rassemblement pour la démondialisation, eh bien, inscrivez-vous sur le site Internet. À la semaine prochaine.